Cette affaire est l'une des plus célèbres de l'État de l'Utah aux États-Unis. Elle a aussi la particularité d'être à l'origine de la fameuse alerte Amber. C'est un dispositif d'alerte que l'on connaît en France sous le nom d'alerte enlèvement. C'est cette alerte qui vient à l'occasion interrompre nos programmes télé pour nous informer de la disparition d'un enfant. Si elle a été développée à l'échelle du pays aux États-Unis sous le nom d'alerte Amber, nom tiré de l'affaire de la petite Amber Renee Hagerman, ce dispositif avait néanmoins vu le jour quelques années auparavant à l'échelle d'un État, celui de l'Utah, suite à l'enlèvement d'une petite fille qui avait eu un retentissement à l'échelle nationale. C'était l'affaire d'une mini-miss disparue par une belle après-midi d'été. Découvrez son histoire aujourd'hui, la triste histoire de Rachel Runyan. Une fois n'est pas coutume les amis, on va faire un saut dans le passé, direction l'année 1982. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est la petite Rachel Marie Runyan, âgée de 3 ans. Au moment des faits, elle vit avec ses parents, Helen et Jeff, ainsi que ses 2 frères, son frère aîné, Justin, âgé de 5 ans, et son frère cadet, Nathan, âgé de 18 mois. Tous vivent dans la charmante ville de Sunset, située dans le comté de Davis, dans l'Utah. Sunset est une ville de 6000 habitants, connue pour son calme et sa tranquillité. Les Runyan avaient fait le choix de s'y installer alors que la maman, Helen, était encore enceinte de Rachel. Ils s'étaient installés à Sunset puisque cette ville avait la réputation d'être une ville agréable à vivre. De nombreuses familles y avaient convergé pour élever leurs enfants, loin du tumulte des grandes villes des environs. Les Runyan y avaient acheté une petite maison sans prétention, située juste en face d'une école et d'un parc. La famille s'y était tout de suite plu. Hélène, la maman, dira plus tard que Sunset était un endroit merveilleux. La ville organisait souvent des événements auxquels les familles du coin se faisaient une joie de participer. L'année précédente, par exemple, Hélène avait eu l'idée d'inscrire Rachel à un concours de beauté que la ville avait organisé, un concours de mini-miss, rien de vraiment sérieux. Les mamans y faisaient participer leurs fillettes plus pour le fun que pour le prestige ou l'idée d'envisager une carrière de mini-miss. Et Rachel avait gagné haut la main avec son adorable petite bouille, son air malicieux et ses jolies boucles blondes. Elle avait, sans surprise, fait craquer le jury. L'expérience avait plu à la famille et puis la famille avait repris son train-train quotidien, loin de ces histoires de mini-miss. Puisque ce dont Hélène était le plus fière concernant sa fille, ce n'était pas sa beauté, c'était sa personnalité. Rachel est une enfant très sage, elle est calme, polie, douce, c'est un vrai petit ange, sans compter qu'elle s'est toujours parfaitement entendue avec ses frères. Les 3 adorent jouer ensemble, et comme il y a justement un parc à 2 pas de la maison, Hélène les y emmenait souvent. Avait-elle vraiment le choix? Pas trop. Il y avait toujours l'un de ses petits loups pour lui tirer la manche et la supplier d'aller au parc. Ils y passaient un temps fou. Comment faire autrement? De chez eux, ils pouvaient entendre les rires et les cris des autres enfants émanant de l'extérieur. Alors avouez que la tentation était grande et assez permanente pour les enfants Runyan. Et le matin du 26 août 1982 ne va pas faire exception à la règle. Ce jour-là, la fratrie n'a qu'une envie, celle d'aller jouer dehors. Et oui, c'est l'heure de la récré et de chez eux, ils peuvent entendre les écoliers jouer dans la cour d'école. Et il faut savoir que la maison des Runyan a la particularité de disposer d'un petit jardin qui est collé à l'aire de jeu de l'établissement, qui est elle-même collée à un parc. Alors pour faciliter les choses et éviter à sa femme et à ses enfants de devoir faire le tour pour y accéder, Jeff, le papa, avait fait installer une barrière au fond du jardin. Il n'y avait qu'à l'ouvrir pour aller à l'aire de jeu ou au parc. Et quand c'était la récré, à l'école voisine, il arrivait souvent aux petits d'aller y jouer. Ça n'a jamais dérangé les professeurs, au contraire, tout le monde se connaît dans le quartier. Alors les Runyan étaient toujours les bienvenus, bien que trop petits pour être scolarisés, mais école ou pas, c'était toujours pareil, et d'ailleurs pareil que pour le parc. Hélène ne laissait jamais ses enfants sortir seuls. Âgés de 5, 3 et 18 mois, ils étaient bien trop petits. Mais un jour, ce fameux jour du 26 août 1982, Hélène va faire une exception, une terrible exception. À midi, quand ses enfants lui demandent d'aller jouer, au début, elle refuse.
Elle est en train de préparer le déjeuner, donc c'est non. Elle leur dit qu'ils iront plus tard, après manger, mais que là, maman est occupée. Mais les petits insistent, et vous les connaissez. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît, allez, maman, s'il te plaît. » Hélène va refuser 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis finalement elle se laisse convaincre. Mais à contre-cœur tout de même. C'est la première fois, et ce genre de première fois ont le don d'angoisser n'importe quel parent. Mais bon, elle se dit qu'ils seront juste à côté, qu'en plus de ça, elle les verra de la fenêtre de la cuisine, comme elle donne justement sur l'aire de jeu de l'école, sans compter que d'où elle sera, les petits pourront l'entendre si elle a une remarque à leur faire ou lorsqu'elle les appellera pour manger. Alors elle se dit que bon, ils ne risquent pas grand-chose, puisque de toute façon, elle pourra malgré tout les surveiller en même temps qu'elle finira de préparer le repas. Alors elle accepte. Super, les petits sont ravis, ils se précipitent dehors sous le regard vigilant d'Hélène. Ils n'ont que 4,5 petits mètres à parcourir pour arriver à l'aire de jeu. Au début, Hélène ne les lâche pas du regard et tout se passe bien. Ils restent bien ensemble, comme elle leur a demandé. Voilà que bientôt, elle a terminé de préparer le repas. Elle jette un coup d'œil, les enfants sont toujours en train de jouer tranquillement, mais elle va les lâcher du regard le temps de garnir les Sloopy Joe. Ce sont de petits pains fourrés à la viande hachée. Elle les garnit, puis une fois fini, juste après, alors qu'il est un peu avant 13h, depuis la fenêtre de la cuisine, elle appelle les enfants. À table, c'est prêt, mais aux surprises. Elle voit Justine et Nathan arriver seuls, aucune trace de Rachel, et Justine a l'air paniquée. Hélène se précipite à leur rencontre, mais avant même qu'elle n'ait le temps de leur demander quoi que ce soit, Justine, le plus grand, lui dit, inquiet, qu'un monsieur vient tout juste de prendre Rachel avec lui. Elle lui explique que cet homme leur a proposé à tous les 3 d'aller ensemble acheter des bonbons à la supérette du coin. Ce monsieur leur a dit qu'il les y emmènerait en voiture et que ça ne prendrait que 2 minutes, comme la supérette est juste au coin de la rue, ce qui est effectivement le cas. Les 3, appâtés par l'idée d'avoir des bonbons, s'étaient donc approchés de sa voiture, mais aucun n'était monté. Rachel avait alors dit à l'inconnu qu'elle aimait beaucoup la glace au chewing-gum, ce à quoi il lui avait répondu qu'il en avait justement dans sa voiture. Et alors que Rachel s'avançait doucement vers sa voiture, Justine s'est souvenu que son papa leur avait toujours dit de ne jamais suivre les inconnus. Alors, il a dit à Rachel de ne pas y aller. Et Rachel avait, comme elle l'a toujours fait, écouté son grand frère. En entendant son frère, elle s'était ravisée, faisant demi-tour pour les rejoindre, et c'est à ce moment que l'homme a bondi sur elle. Il l'a mis sur son épaule, comme on jetterait un sac de pommes de terre sur son épaule, puis il l'a jeté dans sa voiture avant de démarrer en trombe. Et juste après, c'est là que leur mère les a appelés pour manger. Et là, c'est la panique à bord. Hélène comprend qu'on vient de kidnapper sa fille et qu'elle doit faire vite. Elle demande à Justine à quoi ressemblait cet homme. Justine répond que c'était un homme grand, il était jeune. Il dira que c'était un homme noir à la peau claire avec les cheveux coupés courts et une moustache. Hélène n'attend pas une seconde, elle se précipite à l'aire de jeu. En balayant les lieux d'un regard, elle se rend compte que sa fille n'est effectivement pas là, alors elle se précipite à la fameuse supérette. C'est paniquée qu'elle parcourt les allées en demandant aux clients et au personnel s'ils ont vu sa fille et cet homme. Elle va vite se rendre compte que ni l'un ni l'autre n'y a mis les pieds, alors c'est aussitôt qu'elle va contacter le commissariat de Sunset. Les agents sont hyper réactifs, ils comprennent que l'enlèvement vient tout juste d'avoir lieu et que par chance l'alerte a été donnée dans le quart d'heure ayant suivi la disparition de Rachel, ce qui veut dire que le suspect est peut-être encore toujours dans les parages. Les policiers vont sans attendre mettre en place des barrages routiers, chacun est placé de manière à quadriller la ville, personne ne peut quitter la ville sans devoir passer par l'un de ces barrages, et pendant que des policiers filtrent chaque voiture, d'autres s'en vont interroger les témoins au parc et dans la cour de récré de l'école, quand d'autres policiers encore sont chargés de préparer et de diffuser des avis de recherche. Il faut faire vite, puisque c'est souvent dans les premières heures que tout se joue. Arrivés à l'aire de jeu, les agents se mettent à la tâche. En interrogeant les professeurs de l'école, ils se rendent compte que malheureusement aucun d'eux n'était présent pour surveiller les enfants dans la cour de récré au moment des faits, ce qui peut paraître bizarre aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque. Le quartier avait la réputation d'être sûr
Il n'y avait jamais eu de problème de sécurité, alors il n'était pas rare que les enfants soient laissés seuls, sans surveillance, à l'heure de la récré. Et c'est bien dommage, c'est plus facile d'interroger un adulte, le témoignage d'un enfant peut être plus confus, mais les agents vont quand même réussir à avoir une idée précise de ce à quoi ressemble l'inconnu grâce notamment à 2 témoignages. Les plus précis sont ceux de Justin et celui d'un enfant de 10 ans. Lui n'était pas dans l'aire de jeu au moment de l'enlèvement, mais dans le parc Mitchell, situé juste à côté. Et il se souvient parfaitement de cet homme car il l'avait abordé alors qu'il jouait. Mais méfiant, il s'était de suite éloigné. Selon ces 2 témoignages, il s'agit là d'un homme noir, à la peau claire, qui a entre 30 et 35 ans, qui est de corpulence moyenne, qui mesure environ 1,80 m, qui a une moustache et des cheveux coupés courts. Il conduisait une vieille voiture à 4 portes bleu marine avec des bandes en bois de chaque côté. Sa description précise permet aux enquêteurs d'effectuer un portrait robot. En interrogeant toujours plus de personnes, les agents vont apprendre que cet homme avait, avant d'aller à l'aire de jeu de l'école, passé un quart d'heure dans le parc. Il buvait du café et discutait avec plusieurs enfants. Il semblerait qu'il avait tenté sa chance auprès d'autres enfants au parc avant qu'il n'ait réussi à enlever Rachel dans la cour de l'école. En parallèle à tout ça, ce sont 10 agents les plus expérimentés de l'État qui sont dépêchés à Sunset. Ils seront la tête pensante des recherches et seront supervisés par le shérif de Sunset, l'agent Brant Johnson. À leur arrivée, cela fait déjà plusieurs heures que tout Sunset est à la recherche de Rachel, que des habitants ont spontanément formé des groupes de recherche afin de fouiller les environs, mais sans résultat. Les journalistes, quant à eux, n'ont pas tardé à relayer massivement la disparition de Rachel. Par chance, l'école dispose de caméras de surveillance, mais après étude des images, aucune des caméras n'a filmé l'homme ou Rachel, la scène n'étant malheureusement pas située dans le champ des caméras. Et à la tombée de la nuit, le constat est rude. Les enquêteurs ne sont pas plus avancés, ils n'ont même aucune idée quant à la direction qu'aurait pu prendre le suspect. Il peut être partout et il est peut-être même probable qu'il ait réussi à quitter la ville avant que les barrages routiers n'aient été mis en place. Mais les enquêteurs ont une intime conviction, celle que le suspect est du coin, car il fallait forcément connaître le coin pour savoir qu'il y avait bel et bien, à 1 rue du lieu de l'enlèvement, un petit supermarché, le Bosco, qui vendait effectivement des bonbons et qui avait à l'intérieur un petit distributeur de glace. Alors, certes, ça pouvait très bien être un étranger qui aurait repéré les lieux avant d'agir, mais selon les enquêteurs, c'était très certainement un gars du coin. Et ce qui leur fait dire ça, c'est que de l'extérieur, on remarquait la présence effectivement d'un supermarché. Mais il fallait aller à l'intérieur du Bosco pour se rendre compte qu'il y avait un distributeur de glace. Donc qu'un prédateur étranger ait repéré cette supérette, oui, c'est possible. Mais qu'il ait pris le temps d'aller à l'intérieur, ça, c'est possible, mais quand même un peu moins probable. Et les enquêteurs ne vont rien lâcher. Dès le lendemain, ils vont continuer à faire du porte-à-porte. Dans l'espoir que quelqu'un ait vu quelque chose, ils vont également inspecter chaque voiture afin de trouver celle-ci qui est quand même assez caractéristique. Quant aux parents, Hélène et Jeff, ils ne sont pas en reste. Ils vont se lancer dans une campagne de grande ampleur pour que soit au maximum relayée la disparition de leur fille. Ils vont monter un groupe de recherche et c'est toute la communauté de Sunset et des villes alentours qui leur prêteront main forte. Les habitants vont placarder des avis de recherche partout. Les parents vont quant à eux donner tout un tas d'interviews. Ils savent que plus ils apparaîtront dans divers médias, plus ils auront une chance de retrouver leur fille. Et comme la disparition est relayée en masse et à l'échelle nationale, voilà que le pôle d'enquêteurs se retrouve submergé d'appels. Quelqu'un pense avoir vu l'homme de l'avis de recherche là, quand un autre est certain de le connaître. À chaque appel, c'est une nouvelle piste qu'il faut étudier. C'est un travail monstre pour les enquêteurs. Ils vont étudier toutes ces pistes, elles sont quand même au nombre de 150, mais malgré leurs efforts acharnés, encore un jour va passer. Le lendemain, rebelote, avis de recherche, contrôle routier, porte-à-porte, interview, étude d'une piste. Mais c'est toujours la même chose, ça ne donne rien. Et c'est encore un autre jour qui va malheureusement passer, puis un autre. Et chaque jour, c'est encore et toujours la même chose. Des battues sont organisées, toujours plus d'affiches sont posées, si bien que le visage de Rachel apparaît ça et là, partout dans le pays. Mais c'est toujours pareil. Bientôt, c'est toute la semaine qui passe,
Hélène et Jeff ont dépensé 10 000 $ en frais postaux pour envoyer des milliers d'avis de recherche par courrier. Mais malgré un véhicule aussi distinctif et un portrait robot assez précis, le suspect et Rachel restent encore et toujours introuvables. Puis, c'est une conférence de presse qui est organisée à New York et diffusée dans tous les médias du pays. Jeff va faire part de ses doutes quant à la possibilité que Rachel ait peut-être été enlevée pour être adoptée moyennant finances. Après tout, c'est possible. Hélène va même demander aux couples qui sont en pleine procédure d'adoption de s'assurer que l'enfant qu'ils adoptent n'est pas Rachel. Le 3 septembre, soit 8 jours après la disparition, Jeff et Hélène sont les invités de l'un des programmes les plus populaires du pays, le Today Show. On y apprend qu'il propose une récompense de 20 000 $ à quiconque fera avancer l'enquête, cet argent ayant été réuni grâce aux dons des citoyens de Sunset. Puis alors que commence la deuxième semaine de recherche, on apprend que la mairie de Sunset a augmenté de 20 000 $ la récompense. Mais c'est encore et toujours la même chose. La petite Rachel est aux abonnés absents et ce n'est que le 19 septembre 1982, soit 24 jours après la disparition, qu'il y aura enfin du nouveau. Ce jour-là, le dimanche 19 septembre 1982, vers 17h, un couple accompagné de leurs enfants roule tranquillement sur une route située à proximité du col de Trapper Loop. C'est dans la même région que Sunset. Lorsqu'ils décident de faire une pause pour se dégourdir les jambes. Et c'est alors qu'ils s'amusent à jeter des cailloux dans le petit ruisseau qui borde la route que les enfants du couple remarquent ce qu'ils pensent être une grande poupée. Elle est juste à côté d'un buisson, partiellement immergée dans l'eau et couverte de branchages. Et c'est en s'approchant qu'ils vont se rendre compte que non, ce n'est pas une poupée, mais un corps. Et, vous l'aurez probablement déjà deviné, ce corps, c'est celui de Rachel. La pauvre a les mains liées dans le dos et elle est en tenue d'Ève. Il n'y a aucune trace de la robe qu'elle portait le jour de sa disparition, mais à proximité directe se trouvent ses dessous. Et malheureusement, la petite, on ne sait pas depuis combien de temps elle repose là, mais sans doute depuis un moment, car elle est déjà méconnaissable. C'est grâce à l'une de ses dents ébréchées et à ses boucles d'oreilles que ses parents seront en mesure de la reconnaître. C'est donc après près d'un mois d'espoir que les Américains apprennent la nouvelle et elle va provoquer une véritable onde de choc dans le pays tout entier. Comme je vous le disais, la disparition de Rachel avait tellement été relayée qu'elle était devenue presque une affaire d'État. Il n'y avait qu'en vivant en ermite dans une grotte que vous pouviez passer à côté. L'affaire avait même connu un rayonnement sans précédent dans l'État de l'Utah. Alors, c'est tout un pays qui est en deuil, mais pas que. La population est en colère, ça suffit. Il faut que les choses changent. S'il a été impossible de retrouver une disparue qui a bénéficié d'autant d'attention à travers le pays et dont l'alerte a été donnée aussi vite, alors quel espoir y a-t-il pour les autres enfants? Là, il y avait tout. La description du suspect, de sa voiture, une attention nationale permettant une véritable chasse à l'homme, et ça n'a pas suffi. Alors, les autorités sont montrées du doigt, et c'est pas tant le bureau du shérif de Sunset qui est montré du doigt. La population va reconnaître qu'un travail extraordinaire a été effectué. Ils n'ont pas lésiné sur le temps consacré à l'enquête, sur les moyens consacrés. Non, ce sont plus les méthodes de la police en général qui sont montrées du doigt. Beaucoup d'Américains estiment que cette affaire est la preuve qu'il faut adopter des réformes pour pouvoir gagner en efficacité. Les Américains exigent alors la création d'un dispositif de grande ampleur permettant une mobilisation nationale, et ce, dès les premiers instants d'un enlèvement. Le coroner, quant à lui, ne tardera pas à dévoiler ses résultats quant à ce qui est arrivé à Rachel, et à cause de l'état du corps qui a séjourné en pleine nature un temps indéterminé, sans doute plusieurs semaines, ils n'ont pas pu déterminer ni la date exacte du décès, ni les causes du décès. Et il n'y a aucune trace particulière ou marque permettant de le savoir quant au reste. Les enquêteurs ont décidé, par, je cite, « respect pour la famille », de ne pas dévoiler plus d'informations. Et je dois dire que j'ai rarement vu ça. Normalement, les enquêteurs révèlent toujours s'il y a eu V ou non. Mais là, ce n'est pas le cas. Cette information a donc volontairement été cachée au public par, je cite, « respect pour la famille ». C'est dire à quel point cette affaire sort du lot. Mais bon, s'ils ont fait le choix de garder des informations secrètes, et qui plus est par respect pour les proches, je pense qu'il ne faut pas trop se voiler la face.
quant à ce qui a bien pu arriver à la petite Rachel les derniers instants de sa vie. Je pense que ce silence veut dire exactement ce qu'il veut dire. Quelques jours plus tard, ce sont plus de 300 personnes qui viendront dire un dernier au revoir à Rachel. Ses parents ont posé à côté d'elle une rose et ses 2 poupées préférées, 2 poupées Rajedi Ann, tirées d'un dessin animé populaire. Elles reposent dans un magnifique cercueil blanc, fermé bien sûr à cause de l'état du corps, et sur sa pierre tombale est écrit « Elle a mis une nation à genoux ». Ce qui est vrai, puisque cette affaire, vous le verrez, entraînera de profondes réformes qui sauveront bien d'autres enfants. Pour l'heure, les enquêteurs ne perdent pas de vue que les investigations continuent, l'enquête est simplement requalifiée. Et ils doivent plus que jamais mettre la main sur le coupable. Mais malheureusement, l'enquête va stagner. Il n'y aura rien de nouveau pendant des semaines. L'enquête va bénéficier de toujours moins d'attention jusqu'à disparaître des bulletins d'information. Et c'est dès l'année 1982 qu'un informateur anonyme va passer un coup de fil aux autorités. Cet informateur explique que la petite a été kidnappée dans le but que soit filmée sa mise à mort pour que les images soient plus tard vendues, les fameux beep movies. Et si beaucoup insistent et persistent à affirmer que les beep movies n'existent pas, il a été avéré à travers les années que si. Il y en a bien eu. Il n'y a qu'à voir la destruction de Daisy. Et je vous conseille moyennement de vous embarquer là-dedans. Personnellement, je n'ai pas pu aller au-delà de la page Wikipédia résumant l'affaire. Et l'idée même de traiter cette affaire ne m'est jamais venue à l'esprit, tant c'était difficile ne serait-ce qu'à en lire une partie sur Internet. Je crois que Sonia Liu en a fait une vidéo et je pense qu'il n'y a personne de mieux placé qu'elle, puisqu'elle a une formation de psychologue. Donc allez-y si vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. Bref, les enquêteurs n'ont jamais cru à cette piste. Quant à l'enquête, c'est toujours la même chose. Elle va encore stagner. L'année suivante, en 1983, les enquêteurs vont s'intéresser à Arthur Gary Bishop, qui a été confondu cette même année. Il avait avoué avoir enlevé de jeunes victimes âgées de 4 à 13 ans à partir de 1979 dans la région de Salt Lake City, pas loin de Sunset. Il les avait attirés avec la promesse de leur offrir des bonbons, mais interrogé, il a nié être l'auteur des faits. Et les enquêteurs vont finir par devoir se rendre à l'évidence puisque ce Arthur Gary Bishop s'était toujours attaqué uniquement à des garçons, sans compter qu'il ne ressemble pas du tout au portrait robot du suspect. Et c'est après 2 ans et demi qu'une nouvelle piste va émerger. Voilà que l'affaire de Rachel fait à nouveau la une des journaux après qu'un agent de sécurité qui travaille dans une laverie automatique de Sunset ait fait une énigmatique découverte. En 1985, sur la porte des toilettes de cette laverie ouverte 24 heures sur 24, quelqu'un avait écrit au feutre bleu, je cite « Attention, je suis toujours en liberté, j'ai tué la petite Runyan, ne l'oubliez pas et faites attention ». 3 points d'exclamation. Et juste en dessous était dessinée une croix inversée avec écrit 666 aux 3 extrémités du bas de la croix. Et j'ai découvert d'ailleurs que le nombre 666 n'est mentionné une fois et une seule dans la Bible. Il fait référence à l'Antéchrist au moment de l'Apocalypse et est synonyme de mal et de destruction. Et pour mieux comprendre les choses, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Au moment où est découverte cette inscription, dans les années 80, et même plus tard d'ailleurs dans la décennie 90, il y avait une sorte de satanisme mania. C'était un peu un sujet à la mode. Aujourd'hui, on est assez habitué, mais à l'époque, c'était nouveau. Ça faisait l'objet de beaucoup de reportages, d'articles. On popularisait ce mouvement, c'était subversif. Rien de mieux pour faire de la provoque et attirer l'attention des médias pour n'importe qui en soif de lumière. À l'instar d'Anton Valley, qui était à la tête de ce qu'il a appelé l'église de Satan. Et Anton était un personnage assez fantasque. Il avait par exemple adopté un lion. Et il s'amusait à poser avec n'importe quel people en mal d'exposition à cette époque. Son mouvement avait fait énormément de bruit dans les années 70, jusqu'à sa mort, c'est-à-dire à la fin des années 90. Et si ce mouvement était pris au sérieux pendant un moment, beaucoup se sont rendus compte qu'il était plus attiré par la célébrité qu'autre chose. C'était devenu une sorte d'amuseur de galerie. Et, ça c'est mon avis, vous inquiétez pas que ceux qui mangent de ce pain-là, ceux qui mangent vraiment de ce pain-là, ils se gardent bien de le crier sur tous les toits. Ça, c'est des bails confidentiels, parce que ça peut aller très très loin. Je parle dans les pratiques. Les plus déterminés, les pires,
c'est probablement les derniers qui iront se vanter derrière. Voyez déjà ce que peuvent faire certaines personnes sur les conseils de certains marabouts, je dirais pieux. Alors imaginez la même, mais dans le dark side. Donc bon, cette histoire d'inscription sur la porte des toilettes avait été prise très au sérieux, que ce soit par la presse ou par les enquêteurs, car elle était tombée pile pendant cette satanisme mania. Elle avait fait la une des journaux, l'objet d'une très sérieuse investigation, mais sans surprise, ça n'a rien donné. De 1, on n'a jamais retrouvé l'auteur, et de 2, c'était un canular, je dirais, dans l'air du temps. Pas sûr que ces inscriptions auraient été prises au sérieux dans les années 2000, par exemple. Mais sachez que la piste de l'enlèvement à des fins occultes sera relancée de plus belle lorsque le père de Rachel, Jeff, découvrira un peu plus tard sur la tombe de sa fille un bouquet de roses noires fanées, ce qui en a poussé certains à penser que c'était peut-être là comme la continuité d'un rituel. Et puis quelques jours plus tard, c'est un autre bouquet de roses noires qui sera déposé et Jeff et Hélène étaient à ce moment intimement persuadés que c'était là l'œuvre de l'auteur. Bref, encore une fois, qui, quoi, où, comment, on ne sait pas. Il y a eu malgré tout une enquête pour savoir qui a déposé ces bouquets, parce qu'après tout, ça aurait très bien pu être l'auteur, effectivement. Mais encore une fois, l'enquête n'a rien donné. Et c'est en avril 1989 qu'il va encore y avoir du nouveau. Il s'agit encore une fois d'un appel passé aux autorités. Une femme a affirmé connaître l'identité du tueur, qui n'est autre que son frère. Elle a également indiqué que ce dernier aurait agi dans le but de filmer puis vendre la vidéo de ses méfaits. Tiens, voilà que réapparaît la piste du Beep Movie qui était apparue pour la première fois en 1982, soit 7 ans avant. Et là, avouez que ça commence à faire beaucoup. Et ça fait effectivement beaucoup pour les enquêteurs. D'autant plus qu'ils n'avaient jamais rendu public l'appel anonyme de 1982, dont je vous ai parlé. Alors, cette femme ne pouvait pas avoir connaissance de cette précédente piste. Et si l'identité de cette femme n'a jamais été révélée, elle a cependant coopéré de près avec les enquêteurs et donné tous les éléments qu'elle avait en sa possession pour permettre aux agents d'acquérir la fameuse vidéo. Le frère était cependant très méfiant. Alors, un enquêteur sous couverture avait tenté de lui acheter à 3 reprises, mais sans succès. Alors, désespérés, les enquêteurs ont inculpé cet homme pour des faits de vol n'ayant rien à voir avec la cassette, mais ce dernier a toujours nié avoir un jour filmé un Beep Movie. Faute de preuves, il a été relâché. La police a alors interrogé la sœur qui s'est rétractée et qui a écopé de 40 jours de prison pour faux témoignage. Hélas, de toujours faire chou blanc, les enquêteurs ont décidé de demander l'aide d'une émission très populaire à l'époque et que vous connaissez tous, Unsolved Mysteries. J'ai regardé le reportage et je dois dire qu'il est très court. J'en ai jamais vu un aussi court d'ailleurs. Ce reportage a parlé des écritures sur la porte de la laverie, des bouquets de roses noires, le portrait robot du suspect a une fois de plus été relayé et la diffusion du reportage va tout de même générer plus d'une centaine d'appels. Mais aucune piste ne se révélera concluante. Et l'affaire sera de nouveau classée. Mais c'était sans compter l'opiniâtreté d'un détective privé, le détective Jason Jensen. Il s'est mis en tête de réétudier l'affaire. Nous sommes alors en 2017. Imaginez, c'est près de 40 ans qui se sont écoulés, près d'un demi-siècle. Et comme nombre de prédateurs ont depuis été confondus, eh bien le détective s'est dit que peut-être qu'avec autant de temps qui avait coulé sous les ponts et avec une meilleure vue d'ensemble, une nouvelle piste pourrait émerger. Peut-être, par exemple, que l'auteur a été attrapé, mais dans une autre affaire. Qui sait? Et après avoir étudié en long, en large et en travers le dossier, il va, contre toute attente, faire apparaître une nouvelle piste, et non des moindres. Il y a un détail dont je ne vous ai pas parlé, et que les enquêteurs avaient laissé de côté au moment des faits. Lorsqu'ils avaient présenté le portrait robot du kidnappeur qu'ils avaient effectué à Justin, le frère de Rachel, eh bien il était resté perplexe. Si l'autre enfant témoin en était satisfait, ce n'était pas le cas de Justin. Justin avait dit aux policiers que cet homme sur les affiches n'avait rien à voir avec celui qui avait kidnappé sa sœur. Selon lui, et après réflexion, le kidnappeur n'était peut-être pas noir de peau, il avait peut-être tout simplement la peau mate, et donc le détective Jensen s'est dit qu'une peau mate
Dans le fond, eh bien, ça peut correspondre à tout un tas d'origines. Dans le fond, ça pourrait très bien être, je sais pas, un latino, un amérindien, un indien, on pourrait même y voir des origines orientales, ce qui expliquerait pourquoi, malgré la description de la voiture de l'auteur et de son profil, personne ne l'a reconnu. Et si ce portrait robot avait conduit tout le monde sur une fausse piste, parce qu'à cette période, vous inquiétez pas que si votre voisin avait cette tête et qu'il conduisait cette voiture, il aurait été repéré et dénoncé dans la minute. C'était tout un pays qui était à ses trousses. Bref. Est-ce que ceci n'expliquerait pas cela? Si on avait dit de chercher un homme afro-américain, eh bien si votre voisin était mexicain par exemple, mais qu'il avait le même âge, la même taille et la même voiture, d'office, vous vous seriez dit, ça peut pas être lui, parce qu'on cherche un homme noir. Vous voyez ce que je veux dire? Le détective Jensen est alors parti réinterroger Justin, qui a alors déclaré, je cite, « Je voulais que les policiers changent certains éléments du visage, mais ils ne l'ont pas fait. Ce n'est que lorsque j'ai été plus âgé que j'ai rencontré les agents du FBI qui m'ont appris qu'ils avaient préféré la description de l'autre enfant car il était plus âgé que moi et que donc ils avaient présumé qu'il savait mieux que moi. À ce propos, petite parenthèse, concernant les témoins oculaires, j'ai vu une excellente archive postée par Armchair Investigation qui a traité également le sujet de Rachel au sujet de la fiabilité des témoins. Je vous mets le lien en barre d'infos, je vous passe en même temps l'extrait et puis je vais vous l'expliquer. Il s'agit d'un professeur d'université qui s'est amusé à tester la fiabilité d'un témoin en utilisant ses propres élèves. Et ses élèves n'étaient pas au courant de sa petite expérience. Le professeur a simulé le vol de sa mallette. Il a fait semblant de faire un cours normal et avait chargé un complice de s'introduire dans la salle. Ce dernier devait s'emparer de sa mallette et repartir aussitôt. Une fois la petite mascarade effectuée, le professeur a demandé à ses élèves à quoi ressemblait le suspect, les vêtements qu'il portait et ce qu'il s'était passé dans le détail. Et beaucoup d'élèves, qui étaient pourtant aux premières loges, faisaient état d'une description erronée. Puis le professeur est allé plus loin. Il a rappelé son complice et il a essayé de faire douter les élèves. Est-ce bien le voleur de la mallette ou ai-je appelé un autre jeune homme pour vous enfumer le cerveau? Et alors que c'était le même, regardez le nombre d'élèves convaincus qu'il s'agissait là d'un autre. Je trouve cette expérience vraiment intéressante, elle montre à quel point un témoignage peut être erroné, et dites-vous que c'était là des étudiants, et que dans l'affaire de Rachel, c'était des enfants. Donc, à l'aide de Justin adulte, le détective Jensen a élaboré un nouveau portrait robot. Il a été ajouté à la moustache une fente dont Justin a toujours eu un souvenir parfait et qui n'apparaît pas dans le portrait robot initial. Les traits ont également, remarquez-le, changé. Ce nouveau portrait robot a ensuite été diffusé à la télévision sur la chaîne ABC4 et seulement une vingtaine de minutes plus tard, une femme a appelé et a affirmé avoir reconnu son oncle, un certain Joseph Lee Apodaca. Et écoutez bien ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'à l'époque de l'enlèvement, ses parents avaient immédiatement suspecté son oncle. Il avait déjà eu affaire à la justice après avoir agressé des adolescentes et même des petites filles, alors forcément ils avaient pensé à lui. D'autant plus qu'il possédait la même voiture, une Ford Pinto bleue. À l'époque, les parents avaient donc hésité à appeler la police, mais lorsqu'ils s'étaient rendus compte que le suspect recherché était un homme noir, ils s'étaient dit qu'il faisait fausse route. Mais le papa avait quand même finalement insisté pour qu'avec sa femme, ils en parlent aux autorités. Mais sa femme, j'imagine la sœur de Joseph, l'en avait dissuadé, lui disant « Tu es juste partial parce que tu n'aimes pas Lee, parce que c'est un pédophile. » Et elle a ajouté « Mais il recherche un Afro-Américain de toute façon, et Lee n'est pas un Afro-Américain. » Et devinez où habitait ce Joseph Lee à l'époque. Il habitait à Sunset, la ville même où a eu lieu le kidnapping, et à seulement 10 minutes de chez Rachel. Et sa voiture était bien à Sunset, ce qui veut dire qu'il n'a jamais passé les barrages routiers. Mais elle était garée chez sa sœur, à l'arrière de la maison, et était donc invisible depuis la rue. Et ça c'est dommage, puisque les policiers l'auraient sans doute interrogé s'ils avaient vu sa voiture garée. Et voilà ce que j'ai lu à son sujet. Toute sa vie a été marquée par des condamnations pour vol, coups et blessures aggravées et possession de substances contrôlées, mais les démêlés de Joseph Lee avec la justice ne se sont pas arrêtés là. En 1970, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur la babysitter de son enfant,
La même année, il aurait agressé son petit voisin, bien qu'il ne soit pas certain que des accusations aient été portées devant le juge pour cette agression. Puis, en 2005, Lee a à nouveau été arrêté pour abus, bip sur mineur. Donc, remarquez qu'il s'en prenait aux garçons comme aux filles. Et le prédateur de Rachel avait l'air de se moquer de savoir s'il arrivait à piéger une fille ou un garçon. Et j'ai lu qu'il ressemblait au portrait robot, mais je n'ai vu aucune non floutée de Joseph Lee. Une chose est sûre, il n'était pas afro-descendant et je ne connais pas ses origines. Alors bingo pour le détective Jensen, mais malheureusement il a appris que le fameux Joseph était décédé 2 ans plus tôt, en 2017. D'ailleurs pareil pour les parents. Or, dans les scellés de l'affaire de Rachel, il y a bien une empreinte génétique. Elle avait été retrouvée à l'endroit de la découverte de son corps. Il n'est indiqué nulle part où cet ADN a été prélevé, ni dans quelles conditions les scellés avaient été conservés avant que les avancées scientifiques n'aient pu permettre ce prélèvement ADN qui a eu lieu en 2007. Les enquêteurs ont alors demandé à la fille de Joseph elle-même si elle était d'accord pour se soumettre à un test ADN à des fins de comparaison, ce qu'elle a accepté pour, je cite, laver l'honneur de son père. Et c'est en 2020 que les échantillons ADN ont été envoyés au laboratoire Intermountain Forensic, un laboratoire de tests ADN médico-légaux à but non lucratif situé dans l'Utah. Et malheureusement, cela fait 4 ans et il n'y a toujours aucun résultat. Alors pourquoi ? Déjà, est-ce qu'ils ont été faits ? Les policiers ont-ils freiné la procédure de test ? Ou peut-être qu'elle n'a pas été possible pour des raisons administratives ? Je sais pas. Je veux bien qu'elle soit en cours, mais avouez que 4 ans, ça fait beaucoup. Donc, plus de 40 ans plus tard, on ne sait toujours pas officiellement qui est l'auteur dans cette affaire. Donc, elle reste à ce jour non élucidée. Sachez en tout cas qu'une alerte verra le jour dans l'état de l'Utah, c'est l'alerte Rachel, dans les années 2000. Dès qu'un enfant disparaît, l'information doit aussitôt être faxée à tous les réseaux de télévision et de radio pour une diffusion immédiate et hautement prioritaire dans tout l'État. Les critères à remplir sont les suivants. Le disparu doit être mineur ou handicapé mental, il doit être en danger, la disparition ne doit pas être une fugue et les forces de l'ordre doivent disposer d'une description physique complète et précise de l'enfant disparu. Et cette alerte deviendra plus tard la fameuse alerte Amber qui sera reprise dans différents pays et qui d'ailleurs, me semble-t-il, vient tout juste d'être activée ici en France il y a, au moment où j'écris cette vidéo, 2 ou 3 jours. Et si l'alerte Amber est utilisée aux États-Unis, sachez que l'alerte Rachel est toujours utilisée dans l'Utah. Et j'ai trouvé pas mal qu'un État se soit organisé pour chercher d'autres enfants encore que ceux de l'alerte Amber. Imaginez si chaque État des États-Unis faisait ça. Voilà, au moins la mort de Rachel n'aura pas été vaine. Elle a permis de sauver bien d'autres enfants. Comme quoi, dans des choses très mauvaises, eh bien, il peut y avoir du bon qui peut en ressortir. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Comme toujours, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié notre travail, à nous suivre sur nos réseaux sociaux les YouCrim Sisters, à nous écouter sous forme de podcast. Nous sommes présents sur toutes les plateformes d'écoute. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.